Donc nous sommes en direct avec Marine Le Pen, donc bonjour. Le Nouvel Observateur sort une information montrant que la commission des comptes de campagne vous aurait refusé 700 000 euros de dépenses. Est-ce que c'est vrai? D'ailleurs, il ne cite pas que vous. Il parle de sommes qui ont été refusées à Jean-Luc Mélenchon, à François Bayrou, à Nicolas Dupont-Aignan. Il faut comprendre comment fonctionnent les comptes de campagne. Le péché mortel en matière de comptes de campagne, c'est de ne pas déclarer une dépense qui pourrait être considérée par la commission comme une dépense électorale. Donc, si vous voulez, nous avons pris l'habitude, parce que nous sommes des gens sérieux, de tout déclarer, voilà, y compris des choses où nous ne savons pas si la commission va décider ou non, car sa jurisprudence change, si c'est une dépense de campagne. Donc, tout ceci est prévu à l'avance. La commission nous a remboursé le maximum remboursable en réalité, mais nous avons 700 000. Mais nous avons déclaré plus parce que nous avons tout mis dans le compte de campagne pour éviter ce péché mortel que représenterait la non-déclaration, ce qui a été le cas pour Nicolas Sarkozy. Mais vous dites que Nicolas Sarkozy il est disqualifié moralement justement à propos de la non-ratification de ses comptes de campagne. Attendez, pardon, excusez-moi. Il a dépensé le double de ce qui est autorisé. Mais la loi, c'est la loi que ce soit 700 000. Non, il a dépensé le double sans les déclarer. Et ça, c'est un péché mortel. Et ça, c'est une manipulation. Je vous donne un exemple, tiens. J'ai fait... mais en quoi ça le disqualifie? Vous parlez de disqualification morale. Je vous donne un exemple. J'ai fait un gala pendant la campagne présidentielle en réunissant mon comité de soutien. J'imaginais que la commission des comptes de campagne allait considérer que c'était une dépense électorale. Eh bien, la commission des comptes de campagne a considéré que ça n'était pas une dépense électorale. Soit, elle ne m'a pas remboursé cette dépense. Mais j'avais l'obligation de la mettre dans mon compte de campagne. Donc, moi, très honnêtement, je n'ai absolument rien à me reprocher sur les comptes de campagne, étant entendu que j'ai dépensé bien moins que mes adversaires. Car je vous signale que je suis allé à 700 000 euros de plus que mon compte, que le montant remboursable, alors que eux, ils sont allés au plafond, c'est-à-dire le double de ce que j'ai dépensé. Et pour Nicolas Sarkozy, le quadruple de ce que j'ai dépensé pendant cette campagne électorale. Vous parlez de disqualification morale pour Nicolas Sarkozy, pourquoi? Parce qu'il va vous rétorquer l'argument maintenant. Mais non, pas du tout, parce qu'il a triché. Parce qu'il a triché. Parce qu'on a le droit de dépenser une somme précise pour une élection présidentielle. Et selon la double comptabilité découverte par les policiers chez Big Malion, il a fait passer des dépenses électorales sur le parti politique sans les déclarer à la commission. Ça veut dire que c'est de la triche. Si vous voulez, on donne les mêmes moyens aux candidats pour faire campagne. Si un des candidats s'octroie le double de moyens des autres, c'est une triche politiquement. C'est une triche par rapport à la démocratie. Et je trouve que c'est disqualifiant, si vous voulez. Mais puisque vous voulez vous présenter au présidentiel, on est dans une situation où depuis les lois Rocard, il y a une restriction financière pour des campagnes qui appellent de plus en plus de moyens, de plus en plus d'argent. Donc est-ce que vous ne demandez pas ce matin finalement le changement de la loi dans ce domaine? Mais écoutez, moi j'ai fait une campagne, je crois qu'il y a eu des calculs qui ont été faits. Au nombre de voix qui se sont portées sur ma candidature, j'ai fait la campagne la moins chère de tous les candidats. Mais vous ne demandez pas le changement de la loi. Mais je ne demande pas le changement de la loi, je lui demande juste qu'il soit respecté. Là où la loi pose problème, c'est qu'elle est tout à fait liée au mode de scrutin. Le Front National fait aujourd'hui entre 25 et 30%. Mais comme il n'a que 2 députés, il touche 5 millions de subventions. C'est l'argent de nos électeurs. 5 millions de subventions, l'UMP 20 millions, le Parti Socialiste 30 millions. Est-ce qu'il est normal qu'il y ait une telle différence alors que le Parti Socialiste aujourd'hui est dans une situation électoralement dramatique? Ce que je voudrais dire, c'est que... J'ai plein de questions. Alors. Non, mais je vais vous dire. Je pense que la réforme qui devrait être faite, c'est que les partis politiques devraient pouvoir toucher une subvention publique en fonction du nombre de voix. Point. Or, aujourd'hui, c'est la moitié en fonction du nombre de voix, la moitié en fonction du nombre d'élus. Mais du coup, toutes les manipulations sont possibles avec le mode de scrutin. D'ailleurs, M. Valls l'a admis lui-même. Il a dit « Je ne veux pas mettre en place la proportionnelle intégrale », alors que c'est profondément démocratique, parce que ça permettrait au Front National... Ils ont probablement en réflexion actuellement la proportionnelle. D'accord, mais parce que ça permettrait au Front National d'avoir entre 150 et 200 députés. Mais ce serait normal que nous ayons 150 ou 200 députés. Ça correspond au poids de nos idées dans notre pays. Parce qu'on est dans une séquence où fondamentalement, comme vous faites peur aux partis traditionnels, ils essayent de limiter votre influence. C'est tout à fait... Oui, je vais pas dire que c'est normal. J'ai bien compris, par tous les moyens d'ailleurs. Ouais. J'ai bien compris. Non, c'est pas normal. Parce qu'encore une fois, le respect de la démocratie, c'est pas la défense des intérêts personnels de tel ou tel parti. C'est un principe supérieur. C'est celui qui fonde
le socle de fonctionnement de notre société démocratique et républicaine. Donc s'il y a des millions d'électeurs qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale parce que ça n'arrange pas le Parti socialiste, eh bien, nous sommes dans une rupture totale, à mon sens, du pacte républicain. Vous avez envoyé un tweet pour, comment peut-on dire, minorer les propos que vous avez tenus sur la torture, expliquant qu'en matière de terrorisme, elle était peut-être justifiée. Mais est-ce que ce n'est pas la gaffe qui discrédite justement une candidate aux élections? Je termine la question, vous allez répondre. Qui discrédite une candidate à une élection majeure, je vais vous expliquer pourquoi. Dans les pays, même si c'est qu'il y ait un discours ou une pratique des services actions et des militaires, c'est une chose, mais c'est pas une raison pour que ce soit justifié sur le plan politique. Nous sommes là dans une politique absolument artificielle. Absolument artificielle, dont la classe politique est d'ailleurs extrêmement friande. Hein. Vous voyez bien que régulièrement, il y a une disqualification, écrivent les journaux ce matin. Oui, mais d'accord, ils écrivent ça tous les ans, ou tous les 6 mois, ou tous les 3 mois. Il n'y a pas de candidat au présidentiel qui justifie la torture, y compris dans le matière de terrorisme. Justifie la torture, et moins que les autres. Vous dites si dans le cas d'une bombe qui doit exploser, ça n'est pas ce que j'ai dit. Ça n'est pas ce que j'ai dit, et c'est la raison pour laquelle j'ai clarifié immédiatement les propos. Le tweet. En indiquant que tout cela était totalement faux et artificiel. Normalement, la polémique devrait s'arrêter. La réalité, c'est que cette polémique, elle est utile à certains, et surtout à ceux qui sont en très mauvaise posture électoralement, c'est-à-dire le Parti socialiste. Voulu, comment peut-on dire, normaliser les propos du Front National, et là, il vous rappelle votre père, l'Algérie, enfin, c'est plein les journaux ce matin. Mais monsieur, mon père a été accusé de choses terribles. La justice lui a donné raison, et ceux qui l'ont accusé de cela ont été diffamés. Mon père a été un député qui a quitté son siège à l'Assemblée nationale pour aller se battre. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Il a fait une guerre pour laquelle il a été décoré. Point barre. Et je vous rappelle qu'en matière de torture, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les socialistes hurlent le plus fort. La dernière fois où la torture a été utilisée en France, c'était pendant la guerre d'Algérie, sous un gouvernement socialiste. Le ministre de l'Intérieur s'appelait François Mitterrand, ministre de l'Intérieur puis garde des Sceaux. Alors, c'est condamné par un texte de l'ONU et c'est condamné c'est condamné par un texte de l'ONU qui a été ratifié par 156 pays et c'est mis à l'extérieur du code de soldats depuis 1999. À la torture. C'est aussi clair que ça. J'y suis opposé. Bon. Maintenant, il faut aller au-delà de l'hypocrisie. C'est un peu un changement par rapport à hier. Hein. Mais non, mais pas du tout, monsieur, pas du tout. Je l'ai dit d'ailleurs tout de suite dans un tweet, puisque manifestement, certains faisaient mine d'avoir compris l'inverse. Vous croyez qu'ils sont de bonne foi? Alors moi, je vais vous dire, j'ai démontré leur mauvaise foi. Car s'ils sont de bonne foi, ceux qui se sont agités, comme ils adorent le faire régulièrement, eh bien alors, il faut sortir de l'OTAN. Car on ne peut pas rester membre d'une organisation dirigée par un pays qui a utilisé la torture de manière industrielle, d'accord ? Soit on a une conscience et une morale, soit on n'en a pas et on se sert de polémiques artificielles pour se donner bonne conscience. Alors moi je dis aujourd'hui, et je demande à tous les présidents de partis politiques français, maintenant vous allez répondre à cette question, peut-on rester dans l'OTAN alors que il a été révélé que les États-Unis avaient fait pardonnez-moi, j'ai pas terminé la question. Non, mais la plupart des partis, y compris les gaullistes qui sont hostiles à l'entrée dans l'OTAN, disent que maintenant qu'on est dans le commandement intégré, c'est impossible d'en sortir. Ah, donc alors toutes ces... Je vous dis. Non, mais d'accord. Alors toute cette indignation est tout à fait artificielle, alors. Voilà, c'est ça la réalité, c'est ça. Il s'aligne pas sur les rapports, il s'aligne sur le rapport du Sénat américain, c'est pas pour ça qu'il l'approuve. Ah, alors voilà. Donc, on peut rester dans une organisation dirigée par un pays qui a utilisé récemment, de manière industrielle, la torture. Est-ce que vous voyez pas tout de même, permettez-moi, Bush, oui, celui chez qui Nicolas Sarkozy allait passer des vacances. Vous faites une fixette sur Sarkozy. Ne croyez-vous pas? Vous voulez le disqualifier, non, c'est pas vous parlez ça. de ses vacances. C'est que je dis, à un moment donné, je crois que les Français ne sont pas dupes de ces instrumentalisations. Moi, je veux dire, l'indignation systématique de la classe politique, parfaitement insincère, ils en ont assez. Moi, ce qui m'indigne, c'est les millions de chômeurs. Ça m'indigne. Oui. Moi, ce qui m'indigne, non, mais je veux dire ce qui m'indigne, moi, ça m'intéresse parce que moi, ce qui m'indigne, ce sont les centaines de milliers de victimes de la délinquance et de la criminalité dans notre pays dont on ne parle jamais. Ça m'indigne. Ce sont les pauvres, ça m'indigne. Ce sont les lois imposées par M. Macron en vertu des exigences de l'Union européenne et qui vont déconstruire la société que nous avons construite. Pendant très longtemps, le Front National, sous la houlette de votre père, parce qu'on en parlait tout à l'heure, a été plutôt, comment peut-on dire, réganien sur le plan économique. Non, mais libéral en tout cas. Il était libéral au moment où il n'y avait plus du tout. Et les pays catholiques comme l'Italie, ils pratiquent le travail le dimanche et personne ne s'en plaint. Permettez-moi.
Il était libéral au moment où le danger, c'était le socialo-communisme. Voilà. Aujourd'hui, le danger, c'est l'ultralibéralisme. Est-ce qu'on peut prendre les notaires pour expliquer aux auditeurs pourquoi cette réforme est catastrophique ? Les médecins peuvent s'installer partout. Et aujourd'hui, on pleure sur les déserts médicaux. C'est-à-dire que dans la ruralité, il n'y a plus de médecins, car tous les médecins vont s'installer dans les zones urbaines. Eh bien, il se passera la même chose avec les notaires demain si on libéralise l'installation des notaires. Il n'y aura plus de notaires dans les campagnes. Dans la loi, ce qu'ils veulent surtout, c'est modifier peut-être l'accès aux charges, parce que les charges sont achetables, elles sont familiales. Mais enfin, écoutez, c'est le gouvernement qui détermine le nombre d'offices. Ils n'ont qu'à l'élargir s'ils considèrent qu'il n'y en a pas assez. Mais libéraliser comme ils veulent le faire, permettre à des entreprises permettre de financiariser, si vous voulez, les notaires, c'est-à-dire permettre à des entreprises de venir entrer dans le capital. C'est totalement perdre de vue ce qui fait la sécurité juridique dans notre pays. Je vous rappelle que les notaires, ils récupèrent pour l'État 22 milliards de taxes, sans coûter rien à l'État. Par conséquent, on voit bien que c'est un problème de choix de société. Non, mais je comprends qu'on parle des notaires. Mais j'ai pas dit que c'était pas important, parce que ça joue un rôle très important, justement, concernant l'héritage, etc., etc. Mais sur l'ensemble de la loi Macron elle-même, et sur le travail le dimanche, vous y êtes opposé. Vous dites que c'est une escroquerie. Martine Aubry l'a dénoncé. Est-ce que ça veut dire que vous êtes sur la même ligne qu'elle ? Non, j'ose espérer quand même qu'à l'UMP, il y a aussi des gens qui considèrent que nous ne devons pas tous les jours de la vie être des consommateurs ou des producteurs. Qui considèrent... Vous venez de dire qu'il faut arrêter le chômage, les pauvres, etc. Mais ça ne fera pas un emploi de plus. Le patron de Super U est venu à la télévision le dire. Il est bien placé. Il a dit, ça ne fait pas dans la grande distribution, mais des gens comme Nicolas Bouzou, qui sont des économistes éminents, disent exactement le contraire. Mais pourquoi donner encore un avantage à la grande distribution ? Serge Papin, c'est la grande distribution. Les économistes, c'est autre chose. Pourquoi donner encore un avantage à la grande distribution, alors que déjà, ils ont un avantage... Opposés. Même le patron de Carrefour y est opposé dans la grande distribution. Un avantage inouï par rapport au petit commerce de proximité. Le développement... Le développement de la grande distribution a tué 1 million d'emplois dans le petit commerce dans la dernière décennie. C'est considérable. Alors, le commerce de proximité, il faut l'aider, et la grande distribution, c'est pas la peine de lui donner des avantages supplémentaires. Bon, encore une fois, le fait de consommer plus souvent ne fera pas consommer plus. Le problème en France, c'est le pouvoir d'achat. Quand on aura compris que les Français n'ont plus de pouvoir d'achat et n'arrivent plus précisément à consommer, je veux dire, c'est pas en leur permettant de consommer plus souvent qu'ils auront plus de capacité à le faire. Ça n'a aucun sens. J'ai une dernière question à vous poser. L'euro est en train de baisser plus que sensiblement, comme le pétrole. Est-ce que ça va vous pousser à changer de politique économique ? Non, absolument pas. Absolument pas, car... Parce que ce que vous dénoncez dans l'euro, maintenant, ça devient en matière d'exportation, je dis pas favorable, mais en tout cas, les entreprises vont en profiter. Non, mais les entreprises vont en profiter, vous avez raison. Mais il reste un problème majeur, c'est la concurrence intra-européenne. Bon, et par conséquent, la souveraineté d'un État dépend de la capacité qu'il a à détenir sa monnaie et à pouvoir adapter sa monnaie en fonction de son économie. C'est le cas de 95%. Donc vous ne changerez pas de programme. 95%. Vous ne changerez pas de programme économique depuis 2017. Je ne changerai pas de programme économique. Mais en revanche, je trouve quand même assez incohérent que ceux qui m'ont condamné quand je réclamais une dévaluation, aujourd'hui se réjouissent quand l'euro baisse. Vous voyez que c'est quand même à géométrie variable. Les mots de Mélenchon, Merkel ferme là. Oui, on a tous un peu eu envie de le dire à un moment donné, il faut être honnête. Qu'est-ce que ça fait pas un peu salboche, ça ? C'est-à-dire que l'Allemagne commence véritablement à imposer un modèle qui est une longue succession de souffrances pour les Français. Et de temps en temps, on a envie de leur dire, écoutez, occupez-vous de vous et laissez-nous nous diriger nous-mêmes, parce que ça aussi, c'est la démocratie. Marine Le Pen, donc en direct sur LCI ce matin, donc, et sur l'antenne de Radio Classique. Bonne journée.